Bonjour à tous. On va pas tarder à commencer, n'hésitez pas à vous installer. On va essayer de rendre cet atelier, cette conférence la plus participative possible, parce que j'imagine que vous avez aussi beaucoup de questions sur cette problématique, et on va tous les quatre essayer de vous éclairer un petit peu sur ces questions de l'intelligence artificielle, et notamment de ses impacts pour la chaîne du livre. Auteurs, traducteurs, correcteurs, ils sont confrontés de plein fouet via le déploiement des intelligences artificielles génératives, de solutions d'écriture, de traduction, de correction. Du côté éditorial, on reste confronté à la difficulté de déceler ces textes, générés et écrits par des IA, mais les éditeurs ont aussi, et ça s'entend, cette tentation d'utiliser ces outils, tant pour gagner du temps que diminuer aussi certains coûts de production. Les libraires, de leur côté, sont aussi impactés par l'intelligence artificielle. Ils peuvent se servir de ces outils aussi bien pour améliorer leurs éléments de communication, leurs relations clientèle, mais ils vont aussi être confrontés et se confrontent de plus en plus à des algorithmes qui sont le plus pertinent possible. Et donc certains métiers sont mis en péril et sont amenés à se transformer de façon assez importante. Alors faut-il voir cette IA comme un simple outil, un atout, ou bien encore, comme le fossoyeur de la création, un allié de la surproduction? Pourquoi allié de la surproduction? Un exemple, certains sites dernièrement ont limité à 70 publications le nombre de titres qu'un auteur peut leur proposer chaque jour. On parle donc bien de 70 publications journalières. Au Japon, vous avez peut-être vu ça, une IA a gagné le prix littéraire le plus prestigieux du pays. Donc nombre d'illustrations, nombre de textes vont être générés par cette IA. Notre problématique, comment on les détecte, comment on va les traiter. Donc question de la création, question juridique, question technique, transformation des métiers. Vous voyez que le sujet est bien vaste. Et pour traiter cette question, on vous propose 3 temps. Un premier temps pour redéfinir et vous amener ce qu'est l'IA, ce qu'elle représente, d'où elle vient, un peu son histoire et ce qu'elle met en œuvre. Dans un deuxième temps, on parlera de choses un peu plus juridiques, des questions d'opt-out, les enjeux pour la création, et notamment pour la protection de la création et des données et de la valeur. Et dans un troisième temps, si on a le temps, on essaiera de rentrer et de se questionner sur les impacts de la transformation des métiers, parce que tous nos métiers sont donc impactés. Est-ce positif, négatif? On se posera évidemment ces questions. Alors pour tenter d'éclairer ces différents points, j'ai donc le plaisir d'accueillir Stéphane Héloïse Gras, qui est professeur associé au CNAM et chercheuse en intelligence artificielle, Laura Brignon, qui est traductrice, membre de la TLF et du collectif En chair et en os, et Marc Lisano, auteur représentant de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Alors pour lancer ces échanges, Stéphane Héloïse, pouvez-nous nous redéfinir un peu ce qu'est l'IA, vous qui êtes chercheuse, ce qu'elle représente, un peu son histoire et les enjeux qu'elle entraîne? Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Olivier et merci à la Fédération pour cette invitation. Donc moi je ne suis pas éditrice et je suis un peu, on va dire, pas forcément non plus experte du domaine du livre, même si j'ai travaillé dans le domaine de l'édition il y a de ça une dizaine d'années, enfin une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans le secteur de l'édition numérique. Et à l'époque, je faisais une thèse en doctorat sur un algorithme de recommandation dans le secteur de la musique qui a été racheté par Spotify à la fin de ma thèse. Donc, en tant que chercheuse, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était cette question de la découvrabilité, de la fabrique du goût, du formatage, évidemment, et avec un point de vue de comparaison, disons, à travers mes activités professionnelles entre ce qui se passait dans le secteur du livre et par ma recherche sur ce qui se passait dans le secteur de la musique. J'ai ensuite travaillé en post-doctorat sur des questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, donc on pourra peut-être en reparler un petit peu. Et puis ensuite, j'ai fait toute autre chose. Je suis partie du monde académique parce que les enjeux de diversité culturelle au sein de l'intelligence artificielle représentaient pour moi des questions tellement importantes. Et je pense que c'est exactement ce à quoi on est confronté aujourd'hui avec j'ai envie de dire, c'était il y a 10 ans et 10 ans plus tard, ça c'est devenu encore plus impactant, plus grave presque, cette question de l'économie de l'attention et de comment sont forgés les contenus par intelligence artificielle, à quelle économie ils appartiennent, comment ils sont distribués, d'où ils viennent. Voilà. Donc je vais essayer de répondre à ces questions. À la question que tu me posais, Olivier, en l'occurrence, l'histoire de l'intelligence artificielle, peut-être pour redéfinir aussi les termes précisément, parce qu'on parle beaucoup d'IA, un peu à tout va,
Et ça suscite beaucoup de fantasmes. Et je crois que, enfin moi, le conseil que je donne souvent aux étudiants que j'accompagne, donc, puisque je suis maîtresse de conférence au CNAM, c'est de dire, dans beaucoup des cas, essayez déjà de remplacer intelligence artificielle par informatique. Et vous allez voir que ça fait tomber un certain nombre de préjugés, de questions et de fantasmes. Néanmoins, l'IA, c'est une réalité aussi scientifique d'abord. C'est né il y a 70 ans. Le projet des pères de l'intelligence artificielle, donc Franz Neumann, enfin, on les appelle les 4 mousquetaires en histoire des sciences. Donc c'était 4 chercheurs en informatique qui ont vraiment voulu, en 1956, se réunir autour d'une conférence pour essayer de créer une sous-discipline de l'informatique qui s'intéresserait à mieux comprendre et imiter l'intelligence humaine. Donc l'intelligence artificielle, c'est né un peu en même temps que les sciences cognitives, avec cette ambition d'imiter l'humain avec les moyens de l'artificiel. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'intelligence artificielle qui représenterait des risques existentiels pour l'humain, qui serait plus intelligente que l'humain, avec une AGI, on dit en anglais, General Artificial Intelligence, donc des intelligences artificielles surintelligentes, surpuissantes. Et à mon sens, il y a un peu d'abus de langage et d'abus de pouvoir sur ces définitions-là. Mais donc, l'intelligence artificielle, pour imiter donc, l'intelligence humaine avec les moyens de l'artificiel, on se dote de 3 ingrédients, disons, dans cette recette de cuisine. Le premier, c'est évidemment le calcul qui représente la puissance et la mémoire, c'est-à-dire comment est-ce que je peux conserver certaines informations, comment je les range, surtout comment je les rends accessibles grâce au calcul computationnel. Donc c'est les ordinateurs, les microprocesseurs, mais aussi le cloud plus tard. Et donc pendant très longtemps, le calcul informatique, le calcul computationnel, du fait du gigantisme et de, disons, la matérialité de l'ordinateur n'était pas très performant. Donc, je reviendrai dans un instant, mais c'est un point important à avoir en tête sur pourquoi aujourd'hui ça s'accélère. Le deuxième élément de la recette, c'est le raisonnement. Pour imiter les comportements humains, on va imiter la manière dont raisonnent des humains. Donc le raisonnement, ça veut dire, en premier lieu, ce qu'on va appeler de la logique formelle appliquée au raisonnement. Tout le monde, je pense, a fait un petit peu de logique dans ses études ou peut imaginer ce que c'est. C'est les mécanismes d'inférence, c'est des mécanismes qui permettent en fait à une machine, si on lui donne des règles, de se mettre à répondre à des questions et à raisonner. Donc imiter le langage humain à partir de ce point de vue de logique formelle. C'est ce qu'on a appelé l'intelligence artificielle symbolique. Et c'est très important, je suis désolée de jouer un peu l'universitaire ici, mais parce qu'aujourd'hui, les IA génératives ne font pas partie de cette branche-là. Elles font partie d'une autre branche de l'intelligence artificielle qui s'est développée plus tard parce qu'avec la naissance d'Internet, les données ont explosé, donc on a eu énormément de contenu généré, de contenu numérisé, et grâce à ces données, on a pu commencer à faire ce que pourtant on avait déjà inventé dès les années 40, c'est-à-dire utiliser des neurones artificiels, c'est-à-dire des fonctions de calcul qui permettent en fait de représenter la distribution de l'information dans un circuit pour obtenir, disons, un output qui ressemble à quelque chose. Par exemple, vous voulez l'image d'un chat, vous voulez un texte à la manière de Prévert, par exemple, eh bien, vous allez en fait modéliser toutes les probabilités qui peuvent s'ouvrir ou se fermer de façon à arriver à la fin à cet output-là. Et c'est important de comprendre cette distinction, pardon d'être encore un peu précis, enfin, universitaire peut-être, mais parce que, à mon sens, c'est de la culture générale aussi pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les IA génératives. On est face à des instruments qui calculent de manière statistique dans les contenus, dans des masses de contenus énormes, et d'ailleurs c'est le troisième élément de la recette dont je vous parlais, parce que pour imiter l'intelligence humaine, il faut aussi comprendre la perception humaine, donc la vision, l'audition, la manière dont on va pouvoir interpréter certains contenus. Et pour pouvoir, donc c'est ce qu'on a appelé l'apprentissage perceptuel en intelligence artificielle, et pour pouvoir modéliser la perception humaine, il faut beaucoup de données. Donc là aussi, comme le calcul, pendant 50 ans, c'est resté un peu sur le côté parce que les ordinateurs n'avaient pas énormément de données à disposition, pas énormément de puissance de calcul. Donc voilà pour l'histoire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les IA génératives ou les modèles de langage, vous qui êtes éditeur ou auteur ou traducteur, vous avez sûrement déjà utilisé ChatGPT,
comment marche ChatGPT. ChatGPT, c'est donc un modèle de langage, c'est-à-dire une intelligence artificielle connexionniste. Hein, je vous parlais des réseaux de neurones. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle va exploiter un principe que, pour ceux qui ont fait des études littéraires, vous connaissez sans doute aussi, qu'on appelle la linguistique distributionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire un mot est rangé dans une catégorie et dans une grammaire, sujet, verbe, complément, l'intelligence artificielle, puisqu'elle n'utilise pas les règles symboliques, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, elle va calculer les proximités entre les mots. Donc elle va vectoriser, on dit en informatique, quels sont les voisins les plus proches des mots, pour pouvoir ensuite calculer par probabilité quels sont les mots les plus à même de répondre à la question ou à l'input qu'on demande à la machine. C'est pour ça que la production de texte par ChatGPT, par exemple, ou par un grand modèle de langage, obéit donc à effectivement des intelligences artificielles probabilistes qui utilisent ces grands réseaux de neurones, donc on appelle ça de l'apprentissage profond, du deep learning, et qui vont permettre d'avoir des résultats assez bluffants. Alors pourquoi je voulais, pardon j'étais peut-être un peu longue, mais pourquoi je voulais vous donner tous ces détails? Parce que, en fait, à mon sens, c'est très important quand on est acteur du secteur de la culture et du livre, a fortiori, de se rendre compte que l'intelligence artificielle, c'est une industrie culturelle, en fait. C'est-à-dire que le geste, c'est celui d'une nouvelle mimésis, disaient les Grecs ou disait Aristote, c'est-à-dire d'imiter l'humain. Et donc, industrie culturelle, c'est-à-dire qu'il y a dans l'intelligence artificielle autant de culture que d'industrie. Il y a autant de manières de concevoir et d'imiter l'humain qu'il y a, j'ai envie de dire, de vecteurs d'interprétation. Mais l'IA, c'est aussi une industrie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce dont on souffre le plus, c'est que finalement, les questions, la réglementation, l'approche de l'intelligence artificielle, elle est avant tout décidée par ces nouvelles industries, qui sont les industries du numérique, et donc cette économie, en l'occurrence des GAFAM, alors de plus en plus avec la Chine qui intervient, hein, bien sûr, on pourra peut-être en reparler. Mais donc, pour moi, et c'était un peu le point important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas très éloigné, pardon, des métiers que vous faites, que vous pratiquez. Et ça doit être vraiment compris, non pas comme une technologie dont il faudrait se servir de la bonne manière, mais ça doit être aussi compris comme une architecture culturelle, et c'est pour ça, je pense qu'on parlera dans un instant des corpus de données, hein, de la manière dont sont constitués ces corpus de données, que le gigantisme peut parfois un peu écraser, on se sent tout petit face à ces espèces d'interfaces, d'artefacts, qui sont très très différents bien sûr des artefacts d'un artefact comme le livre ou comme le disque, mais néanmoins dans lesquels l'approche et la capacité à comprendre et produire des contenus homogènes ou au contraire très hétérogènes, en tout cas de savoir les qualifier et de savoir les positionner, c'est un des enjeux essentiels pour cette industrie-là. Alors, tu parles d'industrie culturelle, ce qui pour nous est assez étonnant parce qu'on n'a vraiment pas cette perspective de l'IA comme industrie culturelle. Et ce qui fait un peu peur, et là où j'entends ce que tu dis, si on prend l'exemple de DeepSeek qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que, et pour en venir justement au corpus de données, on le questionne sur le régime chinois, et évidemment le régime chinois est parfait, parfaitement démocratique, et tout s'y passe bien. Donc quelles sont les implications un petit peu éthiques et politiques de ces corpus de données? Parce que je pense à un livre qui était paru qui s'appelait « L'intelligence artificielle n'existe pas », où justement il était dit qu'en fait, exactement, où justement on voit qu'en gros l'intelligence artificielle elle n'est que nourrie par ces bases de données, et donc quelle est cette complexité dans les corpus de données, comment ils sont encadrés, et qu'est-ce qui nous prouve que ces corpus de données sont sains entre guillemets? Alors, petite nuance, c'est pas que des corpus de données, hein. L'intelligence artificielle, c'est un peu plus comme ça, que ça. Quand je vous parlais des modèles de langage, il y a ce qu'on appelle une architecture algorithmique qui est quand même très poussée. Je vous parlais de sémantique distributionnelle, de pouvoir calculer en fait le voisin le plus proche et de pouvoir en fait déterminer, d'ailleurs c'est rigolo, on appelle ça le mécanisme de l'attention dans l'algorithmie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des algorithmes qui vous permettent de pondérer quel est le mot le plus à même de créer du
un champ lexical, ou en tout cas de sémantiser une phrase. Par exemple, si je vous dis « je rentre à la maison », le mot le plus important dans la phrase, ce sera... Pardon ? Maison, oui, tout à fait. Maison va vous permettre de reconstruire ensuite, par contextualisation, par déduction, le reste. On pourrait donner les mots dans un autre ordre. Eh bien, maison va du coup être pondéré par l'algorithme, par ce principe que les chercheurs ont appelé un mécanisme d'attention algorithmique. Donc tout ça pour dire qu'il faut beaucoup de données, mais il faut aussi ces architectures algorithmiques qui sont une manière ce sont de nouvelles sciences. Moi, je l'ai vu par exemple sur la musique, la capacité que l'algorithme a d'analyser le contenu musical autrement que nous le faisions avant musicologues, c'est-à-dire en pouvant regrouper des points de données qui jusque-là échappent complètement aux catégories que nous avons l'habitude d'employer pour comprendre ça. Et je pense que c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec la littérature, avec le livre. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que oui, les données, donc du coup, elles proviennent de quelqu'un, elles proviennent d'organisations, elles proviennent de production, de systèmes de production et d'extraction même, j'ai envie de dire, qui sont organisés à très grande échelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une partie computationnelle qui représente une vraie nouveauté et qui représente, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, là aussi, un instrument, à mon sens, de créativité qui peut être très puissant également. Et donc, pour revenir à la question des données et de la question éthique qui est essentielle, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi DeepSeek, quand vous lui posez la question de est-ce que Tiananmen est une réalité, vous dit non, pas du tout, alors que, a priori, il a accès à des corpus de données qui ont dû, à un moment donné, mentionner Tiananmen. Donc, la réponse, c'est dans ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement, c'est comment un modèle de langage va être travaillé à la fois par des algorithmes, mais surtout par des humains et par des petites mains. Et donc, il y a un chercheur très connu qui s'appelle Antonio Casilli, un sociologue, qui fait partie, enfin, il n'est pas le seul, mais qui a travaillé autour de tout ce qu'on appelle le data work, le travail de la donnée, le digital labor, et qui sont des petites mains. Alors, pour la Chine, souvent chinoise, mais pour les États-Unis plutôt africaines, notamment dans certains pays d'Afrique, au Kenya, et qui sont ces mains qui vont indexer, labelliser manuellement les contenus pour dire ceci est un contenu pornographique, ceci est un contenu raciste, ceci est un contenu, etc., de façon à ce que le modèle de langage et le système répondent dans un horizon d'attente, disons dans une forme d'acceptabilité sociale pour l'utilisateur. Donc il y a évidemment un choix qui est effectué au niveau de l'ingénierie sur ce corpus des données, on pourrait appeler ça une forme de censure, effectivement, pour rendre l'artefact acceptable par ses utilisateurs ou parce que le producteur imagine être l'assemblée de ses utilisateurs. Alors c'est vrai que pour le corpus DeepSeek, très bien, mais ChatGPT et les textes et les livres, parce que quand on va questionner ChatGPT en tant qu'IA générative, si on lui demande d'écrire un livre comme Rabelais, il va écrire un livre comme Rabelais. Comment ils sont nourris, ces bases? C'est-à-dire où est-ce qu'ils vont chercher ces informations, ces éléments, et qu'est-ce qui leur permet d'avoir tous ces éléments? Ça correspond à quoi? Parce qu'on entend souvent ChatGPT, ça correspond à quelle masse de données, à quel volume, quelle fréquence de mise à jour? Alors, donc ChatGPT, la version gratuite, souvent, si vous l'avez utilisé, vous avez remarqué qu'il ne peut pas vous répondre à des questions qui remontent avant 2021. Donc, on sait que les données de ChatGPT correspondent en gros à ce que vous trouvez sur Internet jusqu'en 2021. Donc, c'est pour vous dire qu'en gros, les données d'un modèle de langage, que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral, enfin tous ceux qui sont en train d'arriver sur le marché, viennent essentiellement d'Internet. Donc, tous les problèmes qu'on va trouver dans ces modèles de langage sont des problèmes qu'on rencontre déjà avec Internet et avec les réseaux sociaux. La propriété sur les données, l'absence de transparence sur comment ces données sont exploitées, les infractions aux réglementations sur la protection des données personnelles, la géopolitique et la géoéconomie, parce que toutes les réglementations ne sont pas les mêmes partout dans le monde, et ce sont des systèmes et des industries mondialisées, donc pouvoir localiser systématiquement, parce que
pour revenir encore une fois sur pourquoi l'IA générative, en particulier, ça accélère à la fois ce qui se passait avec Internet et les réseaux sociaux, mais ça va même un cran plus loin, c'est qu'avec Internet, vous aviez donc des moteurs de recherche. Un moteur de recherche, ça procède par indexation, ça veut dire que ça identifie des contenus rangés quelque part, et ensuite, après, il y a eu plusieurs générations algorithmiques, on va dire, enfin en tout cas plusieurs cultures du moteur de recherche. Il y avait des moteurs de recherche établis par rapport à des modèles scientifiques où les informations sont rangées, et pour ceux qui ont fait un peu de bibliothéconomie, je pense que vous devez y en avoir quelques-uns, la manière dont les informations sont rangées, Google par exemple au début vraiment exploitait le modèle scientifique, et puis petit à petit il s'est mis à exploiter un modèle commercial d'indexation par principe de popularité. Plus un contenu était fréquemment cité et plus il apparaissait sur des pages internet, plus il allait pouvoir remonter dans les résultats de recherche. C'est ce qu'on a appelé le référencement naturel. Bref, mais le point, c'est de dire que ChatGPT et les modèles de langage ne fonctionnent pas comme un moteur de recherche. Ils ne savent pas localiser un contenu. Donc, en réalité, on peut s'évertuer pendant des semaines et des mois à demander à ChatGPT de vous citer ses sources. Il inventera, il hallucinera, comme on dit dans le langage. C'est-à-dire, une hallucination, c'est quand le moteur, enfin quand l'artefact, pardon, quand le modèle de langage invente une réponse sans, disons, enfin il invente toujours ses réponses, puisque vous comprenez bien qu'il génère du texte au fur et à mesure de l'input que vous lui donnez de manière probabiliste. Donc en fait, ChatGPT, même s'il vous cite un texte de Rabelais, vous ne pouvez avoir aucune garantie que la citation qu'il vous fait, elle est réelle. Il peut tout à fait l'inventer, comme si cette citation de Rabelais a été plusieurs fois à proximité d'éléments que vous donnez dans l'input, c'est-à-dire la manière dont vous allez prompter et plus les données sur lesquelles il est entraîné, eh bien, vous allez avoir l'illusion d'une citation de Rabelais. Parfois elle est juste, parfois elle est fausse. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il hallucine. Mais mon point, c'est qu'un modèle de langage ne fonctionne pas comme un moteur de recherche. Donc sur l'économie du livre en l'occurrence, ou disons l'économie des biens culturels en général, c'est un vrai problème parce qu'en fait on ne peut pas identifier une source. Pour pouvoir le faire, il faut ajouter au modèle de langage un moteur de recherche. Donc là c'est des questions d'ingénierie, d'intelligence artificielle, comment vous faites fonctionner des systèmes ensemble, mais ces systèmes vont avoir des subtilités techniques qui font qu'elles ne marchent pas forcément très bien. Aujourd'hui, ChatGPT a ajouté un moteur de recherche à son interface. Quand vous le promptez, que vous lui demandez, il va maintenant vous citer les sources où est-ce qu'il va trouver les contenus sur Internet. Donc pour répondre à la question, la majorité des contenus viennent d'Internet, avec de plus en plus, néanmoins, des accords qui sont passés avec des éditeurs de contenu, en particulier dans le domaine des médias, puisque suite à un certain nombre de batailles juridiques, et j'espère que je laisserai mes collègues de ce panel en parler, eh bien, les pourvoyeurs d'intelligence artificielle, comme OpenAI, comme Anthropic, comme Mistral, on réalisait que il y avait quand même une économie derrière et qu'il fallait rémunérer les contenus sur lesquels étaient entraînés ces grands modèles de langage. Alors justement, c'est une très bonne transition. Merci Stéphane et Loïse. Parce qu'on a l'impression un peu quand on regarde ChatGPT que la seule chose qu'il n'a pas avalé, c'est le code de la propriété intellectuelle. Enfin, on a à peu près ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Laura, Marc, ce qui se passe en ce moment, justement, parce qu'on parlait de textes d'avant 2021, mais j'imagine que vous avez peut-être trouvé des traductions récentes sur certains de ces outils. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment les associations se mobilisent? Comment les auteurs se mobilisent? Comment la création se mobilise pour essayer justement d'essayer de mieux appréhender ces nouveaux outils? Bonjour tout le monde, merci. Moi aujourd'hui je vous parle depuis un collectif qui s'appelle En chair et un os et qui s'est fondé en septembre-octobre 2023, justement au moment de la grande déferlante ChatGPT, pour alerter sur l'usage de l'intelligence artificielle en traduction et en général dans la culture. Donc notre naissance est associée à l'écriture d'un manifeste qui a été publié dans Libération, qui a été signé à ce jour par 20 000 personnes environ, et personnalités du secteur culturel,
Le manifeste est en ligne sur notre site. Si ça vous intéresse, il est toujours possible de le signer, donc n'hésitez pas. Et la modalité d'action de notre collectif, elle passe surtout par de la sensibilisation. Ça nous semble vraiment un domaine important. Donc sensibilisation qui peut être une intervention publique, alors dans différents cadres, ça peut être des salons, des festivals, des universités, parfois aussi par de l'écrit. Et surtout, on tâche de mettre sur notre site un certain nombre de ressources pour que chacun puisse s'en emparer et s'informer, donc quel que soit son secteur d'activité. Par exemple, on a des fiches outils à destination des libraires, à destination des traducteurs aussi, pour se rendre compte de ce que c'est, si on a la tentation de déléguer son travail à la machine. Une fiche outil à destination des éditeurs est en cours de rédaction, vous l'aurez bientôt sur le site. Et voilà, donc pour vous dire vraiment d'où je parle et sur notre position. Et avant d'en arriver aux implications juridiques, il me semble important de faire un détour sur ce qui fonde notre position et notre mouvement d'alerte, c'est-à-dire l'éthique et la pratique, ce qu'on a pu constater par la pratique. L'éthique, je vais évoquer quelque chose sans m'attarder. Il devient quand même un peu plus facile de trouver de l'information là-dessus sur Internet et ailleurs, après un silence qui a été assez assourdissant, vu que toute l'attention médiatique était accaparée par la magie de l'IA. Mais quand même, rappelons la casse sociale, parce que l'IA, ça ne se fait pas tout seul. Comme Stéphane et Louise l'a évoqué, ça repose sur le travail à la limite de l'esclavage de millions de personnes dans le monde. À cet égard, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de regarder un documentaire qui est un accès libre en ce moment sur France Télé, qui s'appelle « Les sacrifiés de l'IA », réalisé par Henri Poulain, où l'on apprend par exemple justement sur les travailleurs kényans que tu évoquais, donc qui sont vraiment sous-payés, là à l'occurrence des gens qui sont confrontés à des contenus extrêmement traumatiques. Par exemple, ils doivent signaler à la machine que cette vidéo, c'est un viol d'enfant, et ça c'est pas très bien au regard de la morale a priori. Leurs exigences, c'était pas d'être payer mieux, mais d'avoir accès à un psychologue, ce qui leur a été refusé. Enfin voilà, il faut quand même qu'on sache ce qui se passe un peu derrière. Donc voilà, la question sociale sur le fait que, non, l'IA, ça repose sur de l'humain. Pareil, je ne vais pas trop m'attarder, mais pensons par exemple aux centres de données, qui sont énormes. Il y en a plus de 250 aujourd'hui en France. Un accord vient d'être passé au sommet de l'IA pour en construire un immense dans les Hauts-de-France. La consommation d'eau que ça requiert, vu la situation du monde et du climat, on ne sait pas trop dans quelle mesure c'est souhaitable. L'augmentation énorme de consommation électrique et d'émissions de gaz à effet de serre. L'extraction minière, alors là, c'est pas que l'IA, c'est les objets connectés en général. Et tout ça, quand même, pour des entreprises, une poignée d'entreprises qui sont aux mains de personnes à l'idéologie plus que douteuse, pour dire ça gentiment. Voilà, ça c'est pour les considérations éthiques qui nous paraissent fondamentales. Pour ce qui concerne les considérations pratiques, pourquoi recourir à l'IA dans le contexte de la traduction? Alors on voit rapidement, on fait plus vite et on fait moins cher. Bon, j'ai envie de dire, faire des livres avec cette idéologie-là, je ne vois pas trop, à titre personnel, l'intérêt de faire des livres. On peut vendre des brosses à dents, ça marche aussi bien. Mais si on veut faire plus dans le livre, alors que tous vous signalez l'énorme problème de la surproduction et de la difficulté à défendre et à faire valoir ces textes dans un marché qui est complètement saturé, pourquoi faire plus? Voilà, on pose la question. Et se jeter là-dedans en sachant qu'en face, il y a des acteurs du type d'Amazon, on imagine assez facilement que c'est perdu d'avance. Et ça revient vraiment à renoncer complètement à défendre son fond et à défendre les textes qu'on publie. Pourquoi plus vite? Alors, non, pas pourquoi plus vite, mettons donc plus vite, ça va un peu avec le plus, mais en traduction, ça c'est un peu une légende parce que tous les retours d'expérience qu'on a eu jusque-là de traducteurs qui ont été amenés à faire ce qu'on appelle de la post-édition, donc qui consiste à essayer de redresser comme on peut ce qu'a pondu la machine, ce qu'a mouliné la machine.
Eh bien, en réalité, ça ne fait pas gagner tellement de temps. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que la perte de qualité est immense, parce que même si le texte qui sort de la machine est fluide, donc de prime abord à peu près lisible, dès qu'on met le nez dedans, c'est plein d'erreurs, il n'y a pas de cohésion interne, il peut y avoir plein de choses, il y a plein d'incohérences, et surtout, ça part, le fait de confier à une machine une traduction, en fait c'est une aberration pure, puisque quand on traduit, on ne traduit pas que des mots, mais on traduit du... Pardon. Donc, on ne traduit pas que des mots, sinon notre métier serait un petit peu triste. On rentre vraiment dans l'épaisseur d'un texte, dans sa sensibilité, et c'est la nôtre qu'on met au service du texte. On rentre dans une épaisseur textuelle, dans un implicite, dans une polysémie. Donc ça, la machine, on pourra lui donner toutes les données qu'on veut, elle ne le fera pas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle par ailleurs. Cela étant, moi je suis traductrice pour l'édition, mais dans le collectif, on a aussi des collègues qui travaillent dans ce qu'on appelle la traduction pragmatique. La post-édition a fait des ravages. On a beaucoup de collègues qui sont obligés de se reconvertir puisqu'ils n'ont presque plus de traduction à proprement parler. On leur demande de réviser ce qui sort de la machine, évidemment dans des conditions financières très peu intéressantes. Et tous témoignent d'un épuisement cognitif, d'une sensation de perte de sens, de perte de valeur, de perte de savoir-faire. Voilà, donc ça c'est vraiment les retours de nos collègues du pragmatique. Cela étant, ne regardons pas ça trop de loin, parce qu'il est très clair qu'il y a des secteurs de la traduction éditoriale qui sont déjà touchés. Je pense notamment à des secteurs tels que la romance, ouais, alors pour l'édition, je disais pour les maisons d'édition, mais c'est bien de développer. Tu dis les essais journalistiques ? Dans le journalisme, il y a notamment pour la presse régionale, la constitution maintenant des articles se fait par IA, et donc ils ont concrètement viré la plupart des intervenants. Dans la traduction, je me rappelle de cette boîte qui était à côté de Paris où il y avait 250, non, ils étaient plus de 2000. Ils en ont gardé 250, ils ont gardé un dixième en fait de la boîte. Pour réviser. Pour réviser en fait. C'est-à-dire qu'on demande, je ne sais pas si vous aviez vu Charlie et la chocolaterie, où on demandait au père finalement de venir... je suis en train de me tromper de film si ça se trouve. Ça c'est les limites de l'intelligence pas du tout artificielle. Moi j'ai une mémoire à trous donc elle est terrible. Mais bref, le père s'occupait de la maintenance de la machine qui avait détruit tous les emplois dans le truc. Là c'est exactement ça, effectivement. Donc voilà, des secteurs de l'édition sont touchés. Attention de ne pas nous faire avoir par un certain snobisme qui consisterait à regarder ça de loin et de haut. Il est certain que l'habitude du recours à l'IA entrera, s'il entre, insidieusement. Donc soyons méfiants et vigilants. Et pour vous dire aussi, par exemple, là, je cite une enquête qu'ont menée nos collègues en Suisse, donc la traducteur pour l'édition l'année dernière, en 2024. Eh bien, un quart des répondants avaient déjà reçu des propositions de post-édition, ce qui est quand même beaucoup. Et alors, il y a visiblement une certaine pudeur, sinon une honte, à appeler un chat dans l'édition, puisqu'on leur proposait des révisions de traduction ou des préparations de copies, très rarement de la post-édition, franchement. En tout cas, tous les répondants étaient unanimes sur le fait que c'était vraiment une activité extrêmement désagréable, avec une grosse perte de savoir-faire et beaucoup de pénibilité. Laura, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée du prix d'une traduction classique et de combien on vous rémunère pour reprendre une trad réalisée par IA? Alors, sur le prix classique, on va dire, je peux citer les planchers du CNL pour obtenir une aide à la traduction. Ça ne veut pas dire que c'est le prix qui se pratique toujours, mais ça, pardon, aujourd'hui on a 23 €, les 1300 signes, espace comprise. Pour le plus grand bonheur de tous dans la salle. C'est un prix chargé ou pas? C'est brut. C'est brut.
Et ensuite, évidemment, il y a des pratiques très diverses, mais un éditeur qui voudrait avoir une aide à la traduction doit payer à ce tarif-là. Ça peut descendre beaucoup plus bas, monter beaucoup plus haut, beaucoup moins, mais descendre beaucoup plus bas, oui. Donc, autre chose, juste aussi sur la réalité de l'impact de l'IA aujourd'hui dans nos métiers, sur l'observatoire ADAGP SGDL qui date de l'automne dernier, 16% des répondants, donc, qui sont des artistes-auteurs, estimaient déjà que l'irruption de l'intelligence artificielle avait des conséquences négatives sur leur activité. Donc, c'est quand même là. Voilà, donc excusez-moi ce détour peut-être un peu long par l'éthique et la pratique avant d'en arriver aux implications juridiques, à proprement parler juridiques. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu opposé à l'IA du coup? Non, pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui laisse penser ça? On est absolument opposé à l'IA. Voilà, bon, vous aurez compris que, en tout cas aussi de mon discours, que c'est quand même très contradictoire avec les valeurs qui sont défendues par votre fédération. Hein, quand on parle de biodiversité, un terme qui est beaucoup revenu ces jours-ci, de solidarité, de création, de respect de l'environnement, on n'est pas trop dans les clous. Et je pense aussi avec l'IA, on a tous un effet entre la fascination et le fatalisme. N'oublions quand même pas de nous demander quel monde on veut pour aujourd'hui et pour demain. Je pense que c'est quand même important qu'on y pense. Concernant donc le juridique, avant de parler des conséquences, parlons quand même de la base. C'est que si l'IA fait apparemment de la magie, eh bien ça repose donc sur une quantité de données colossale. Alors certes, qui a été moissonnée sur Internet, donc des contenus accessibles, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de données sous droit d'auteur qui ont été pillées en vertu de une réglementation européenne un peu trop souple, donc qui date de 2019. Je fais court, mais juste à ce moment-là, il a d'abord été dit que la machine pourrait moissonner les données uniquement à des fins de recherche. Et puis finalement, un peu à la dernière minute, a été ajouté et à d'autres fins. Bon, avec ça, on est bien. Et ça, dans une opacité totale. On n'a aucune idée de combien et quoi a été pris. Et je vous fais une petite citation qui émane de la Commission européenne sur le droit d'auteur et les nouvelles technologies. Donc, citation qui date de 2022. Ouvrez les guillemets, les exceptions récemment introduites pour la fouille de textes et de données soulageront de ce fardeau. Alors le fardeau, c'est, je cite, le consentement préalable des titulaires de droit. Donc soulageront de ce fardeau les développeurs et les usagers des solutions d'intelligence artificielle dans le secteur culturel. Donc voilà, nos données ne sont clairement pas bien protégées. Et le seul pseudo-recours qu'on a aujourd'hui consiste à exprimer sa volonté d'opt-out. L'opt-out, c'est dire « je ne veux pas que mes données soient pillées ». Déjà, on voit un peu la logique, c'est au lieu de dire, il semblerait plus logique de dire « on signale si on est d'accord pour que nos données servent à alimenter l'IA ». Non, c'est l'inverse. Il faut qu'on signale qu'on ne le souhaite pas. Et même quand on le fait, en fait, on n'est pas sûr des moyens techniques pour s'en prémunir. Donc c'est plus une chose symbolique que réelle. Cela étant, donc, on le fait on le demande à nos éditeurs au travers de clauses qui sont proposées par la TLF, qui sont dans le contrat suggéré par la TLF. Le SNE, lui aussi, a proposé une clause, non pas pour les contrats de traduction, mais aussi pour les données des éditeurs, toutes les données qui figurent sur les sites internet, les extraits de texte. Et la SGDL devrait aussi proposer une possibilité d'opt-out massif dans les mois à venir. Pour le moment que je sache, ce n'est pas en œuvre. J'ai oublié de dire tout à l'heure qu'en chair et en os, on milite aussi pour qu'il n'y ait pas d'aide publique à des ouvrages où on a fait appel à de l'intelligence artificielle. D'autres pistes juridiques qui sont envisagées, ça serait éventuellement, vu que si un texte est traduit par intelligence artificielle, on sort du droit d'auteur, parce que ce n'est plus une œuvre de l'esprit, ce qui implique aussi d'ailleurs pour les traducteurs qui deviennent de simples réviseurs, de sortir de la catégorie des artistes-auteurs et de changer de statut, donc aussi une précarisation. C'est plutôt de l'activité qui va être facturée, généralement en micro-entreprise. Donc, si
d'augmenter la TVA sur les livres qui auraient été générés par de l'IA. Et je finirai, avant de te laisser la parole, Marc, avec la question de la compensation, qu'on entend de plus en plus, donc qui consisterait en fait à monétiser l'utilisation des œuvres sous droit d'auteur par l'IA. En chair et en os, on est farouchement opposé à cette éventualité. D'une part parce qu'on estime que ça serait tout simplement scier la branche sur laquelle on est assis, et une vision à très court terme, qui est un peu un problème avec l'IA en général, la vision à très court terme. Et par ailleurs, donc, le préjudice, vu qu'à terme, ça pourrait être la disparition pure et simple de notre activité, on estime que ce n'est pas une compensation quelle qu'elle soit qui pourrait rattraper ça. Et ce n'est pas juste dans ce collectif qu'on y est opposé, puisque l'observatoire que je citais tout à l'heure, 65% des répondants sont absolument opposés, compensation ou non, à ce qu'on pille leurs données. J'en ai fini sur les implications juridiques. Marc, je te laisse. Oui, sur la question, par exemple, de la compensation, je pense à chaque fois à deux exemples. Il y avait l'exemple du consentement. À un moment, la Bibliothèque nationale de France voulait, d'ailleurs, publier tous les livres qui sont sortis du champ des droits, c'est-à-dire de 70 ans après la mort, quand les livres sont indisponibles. Moi, j'ai des livres qui sont indisponibles et il y en a un qui faisait partie de cette liste et on ne m'a pas demandé si j'étais OK, alors que je suis quand même assez facile à retrouver. Je suis vivant, j'ai un site, j'ai une adresse mail, j'ai des éditeurs, je fais partie de plusieurs orgas. C'est pas très difficile de retrouver un auteur, en règle générale. Et donc, il a fallu que je donne mon opposition au fait que ce livre pouvait être publié à la demande. Mais de ton initiative, personne t'a... Oui, il a fallu que je le fasse, et donc il a fallu aussi que je sache que ce livre était dans ces listes. Ce que je trouve assez fou. Quand on parle de la compensation, là on est vraiment dans un truc où on hallucine, c'est-à-dire quelqu'un vous vole et vient vous donner une compensation qu'on va appeler un pourboire, une fois son forfait commis. C'est-à-dire que dans l'IA, il n'y a rien qui va, mais il y a déjà rien qui va dans l'économie numérique, que ce soit dans celle du livre ou de la musique. Je crois que tu avais travaillé pour Spotify, c'est ça ? J'ai fait ma thèse sur leur algorithme, je n'ai pas travaillé pour eux. Ah oui, c'était avec... Tu avais travaillé sur la manière dont... J'ai travaillé sur l'algorithme de recommandation de Spotify. Ouais. Je me rappelle de Massive Attack, donc un groupe de trip-hop, qui, en 2017, avait publié les chiffres pour 34 millions de visionnages cumulés sur YouTube. Donc il y avait Deezer, Spotify, et puis il y en avait encore un autre. Il y a Apple Music, mais en fait Spotify rémunère 0,02 centimes par stream, et il ne rémunère pas les artistes qui n'ont pas plus de 1000 streams. Voilà. Donc, la seule façon de faire de l'argent avec eux, en fait, c'est de faire de la pub pour eux, quoi. Ouais. Non, pas vraiment, mais en tout cas, c'est pas exactement ça, mais disons que les modèles économiques... Non, je veux dire, tu as un contrat, par exemple, de publicité pour la plateforme, c'est la seule manière pour qu'ils te donnent de l'argent directement. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr non plus, ouais. Mais en tout cas, Massive Attack avait récupéré 2800 pounds pour l'année. C'est-à-dire que cet argent, les 2800 pounds, sont allés chez leur éditeur, qui a pris sa part, et après qui a généreusement distribué cette part entre tous les membres parce que en musique, il peut y avoir de l'argent à la fois pour l'interprète, mais aussi pour le compositeur. Enfin bref, il y a un groupe, quoi. 2800 pounds. Je ne sais pas ce que ça fait en euros d'aujourd'hui, mais c'est un peu rigolo comme somme, non ? Voilà. Donc il y a une immense arnaque là-dedans, et vous allez vite comprendre que je ne suis pas très favorable à l'IA en général, mais je ne suis pas de base opposé au principe de l'histoire du progrès. Moi, je travaille avec Photoshop pour faire mes couleurs. Je peux être amené à travailler en tant que dessinateur sur des modélisations en 3D pour m'aider dans le travail. C'est ce qu'on appelle des outils. Des outils en IA, par exemple, en médecine, on est bien content de les trouver. On parlait de quoi tout à l'heure ? De coloscopie. Tu passerais pas 7 heures à regarder un film pour essayer de voir où sont tes polypes ou une éventuelle aggravation d'un cancer naissant ou à venir. L'IA, je pense, fait bien le taf pour ce genre de choses. On est bien content. En 2 secondes. Voilà. J'avais fait un essai, alors moi j'ai pas ChatGPT, et sur un salon, il y a un auteur qui était à table avec moi qui me dit attends, je vais te montrer, tu vas voir, c'est super. Et il a tapé mon nom pour voir ce qui allait sortir. Il
il y a tellement... Alors je suis bien placé pour savoir si c'est vrai ou faux du coup. Parce que je connais ma date de naissance, je connais mes livres, voilà. Bah, il invente. Et il invente. Donc en fait, ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est on a une machine dont le point de départ est le vol, c'est-à-dire qu'elle se sert comme dans le western. Hein. Après, a recours au mensonge, et quand elle se fait gauler, et comme un élève de 4e utilise la mauvaise foi. Tu le vois faire une connerie, tu lui dis, il te dit non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Donc il n'y a rien qui va dans cette affaire. Et au moment où il y avait le sommet sur l'IA qui a été décidé il n'y a pas longtemps, bon, entre parenthèses, d'un niveau démocratique, il y a aussi pas mal de questions qui se posent, puisqu'on est en train de flinguer le pass culture pour 90 millions par an, pour tous les élèves des collèges et des lycées. Et on est prêt à balancer 107 milliards pour le développement de l'IA en France. On est en train de flinguer avec les serveurs. C'est-à-dire qu'une recherche sur Google est 10 fois moins pénalisante pour la nature qu'une recherche sur l'IA. Alors attends, parce que je pense que Stéphane et Loïs a envie peut-être des chiffres de plus te répondre précis. sur le point. En fait, c'est juste de rappeler quand même, parce que c'est pas du tout en opposition à ce que tu dis, mais quand même, les 107 milliards, c'est 80% de l'argent privé. Donc c'est des investissements étrangers. Eh ben, on va parler de l'argent privé, parce qu'on va parler aussi du contenu du coup des IA, qui utilisent toute cette base de données, mais qu'est-ce qu'on y met en fait? Tout à l'heure, le dessin, c'était le livre de Jordan, hein, qui fustige les gens qui sont sur les réseaux, qui passent sa vie sur TikTok. Il y a vraiment le contenu, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, pour la recherche, c'est on ne peut plus parler de woke, on ne peut plus parler de trans, on ne peut plus parler de femmes, on ne peut plus parler de changement climatique. Les mots sont interdits pour les chercheurs, par décret de Trump. Toutes les GAFA, là, ont fait allégeance à ce mec. Lequel? LinkedIn. Ok. Donc là, on se retrouve dans un système, et c'est marrant parce que le contre-sommet de l'IA, où il y avait donc Stéphanie Lecam, Denis Bajram, qui sont des gens de la Ligue des auteurs, ont commencé à discuter des implications juridiques, des implications sociales sur la vie des auteurs. On y viendra après, parce qu'il y a vraiment un truc là qui est en train de se passer. Et toute la discussion, presque, après, a dérivé sur une discussion extrêmement politique sur l'envahissement. Eux parlaient de dystopie et ils disaient ben voilà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une dystopie, on est en train de la vivre en direct en fait. Alors c'était assez glaçant en fait de regarder ce truc. Et moi je ne suis pas client de l'IA parce que j'aime bien faire à bouffer tout seul, j'aime bien, je vis au bord du bassin, j'aime bien être dans le réel en fait. Et quand je fais du dessin, je ne veux pas que quelqu'un fasse le dessin à ma place. Et d'ailleurs, les auteurs qui utilisent l'IA pour le dessin, en général, ne sont pas des dessinateurs. Pareil pour l'écriture. Moi, en fait, je rapporte ça à ce que je vois dans les collèges aujourd'hui, où il y a des profs qui me disent que les élèves qui font des rédactions sur ChatGPT, par exemple, sont intimement persuadés d'avoir écrit leur rédaction. Donc on va arriver à un problème qui est vraiment un problème cognitif. Alors je ne parle pas de la santé mentale avec les réseaux, avec ce monde qui est en train vraiment de nous bouffer de l'intérieur. Pour faire une sorte de caricature, on pourrait juste revisionner Idiocratie ou Wall-E, voilà, des gens qui deviennent obèses et puis qui sont sur des petits trucs et puis qui deviennent complètement cons à force de voir l'esprit critique pris en charge par la machine. Je vois juste un truc extrêmement triste dans le fait, j'avais bossé pour un éditeur qui s'appelle Locus Solus en Bretagne, qui fait des bouquins magnifiques sur Henri Rivière, sur la gravure, sur Bonnard, sur Mathurin Méheux, et qui publie le livre. Alors pour le coup, j'ai oublié le nom du truc, et je te disais que j'avais une mémoire à trous, c'est pas une blague. Il y avait un prof de fac, donc le livre est copublié par les presses universitaires de Rennes, et il a fait un livre pour enfants, il a écrit le texte, et il a généré les images en IA. Alors c'est un éditeur qui n'envoie pas ses relevés aux auteurs, qui travaille avec des auteurs morts ou qui travaille avec des auteurs qui n'existent pas, puisqu'il travaille avec l'IA. Et ces mecs viennent gueuler après pour le droit d'auteur. Ce qui est assez gonflé. Il y a un artiste il n'y a pas longtemps qui fait des peintures et qui s'est fait voler ses images et qui voulait porter plainte. C'est-à-dire que le mec n'a rien foutu et revendique en plus du droit d'auteur pour qu'on défende son travail, qui n'en est pas un, puisque
en réalité, il n'a absolument rien fait. Donc il va y avoir un gros problème de compétences, mais on en parlera, ça j'imagine, après. Alors écoute, justement, parce que le temps file et qu'on est resté sur cette question, et on laissera à Florent Patron la possibilité de répondre. Je l'ai vu dans... Il est là ? Il est là. Ah, donc oui, si tu le trouves, tu pourras lui poser la question directement. Non, alors moi, ce qui m'intéresserait maintenant, parce qu'il nous reste assez peu de temps, au-delà de ces aspects juridiques d'auteur, l'une des problématiques de cette table ronde, c'était aussi cette relation entre l'éditeur, l'édition, l'auteur et l'intelligence artificielle, donc cette transformation des métiers. Alors, peut-être vous interroger aussi, et peut-être que la salle a des questions et voudrait participer et répondre et donner son point de vue, parce qu'on n'a pas d'éditeur ici à la table. Donc peut-être déjà nous dire, vous, ce que vous demandent les éditeurs, est-ce qu'ils vous demandent d'utiliser l'intelligence artificielle dans vos activités? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent absolument pas? Et s'il y a des éditeurs ici qui veulent prendre la parole et s'exprimer sur ce qu'ils ressentent de l'IA, ce que ça transforme dans leur quotidien, mais n'hésitez pas à lever la main et on essaiera de prendre balance. Peut-être une première question qui est juste là. Bonjour, Thomas Savary. Alors, je ne suis pas éditeur, mais prestataire de services d'édition pour différentes maisons. Et je voulais faire part de mon expérience en tant que préparateur de copies. J'ai été amené donc à corriger des textes qui étaient des traductions. Et je me suis rendu compte que mon client avait utilisé DeepL pour la traduction, que c'était à peine retouché. Et je m'en suis rendu compte parce que moi-même, je me sers de DeepL. Pour vérifier justement la qualité des traductions. Quand je sens que le texte n'est pas très bien rédigé mais que c'est une traduction, je ne suis pas traducteur moi-même, je me dis je vais utiliser DeepL pour une proposition de traduction et m'aider à reformuler. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que cet éditeur avait utilisé la même solution que moi en présentant ça comme sa traduction. Alors, il n'en est pas fier, mais voilà, je voulais apporter un peu pas le contre-pied, parce que les dérives que vous exposez, elles sont bien réelles, elles sont graves, elles sont inquiétantes, mais parfois pour des micro-éditeurs qui n'ont pas les moyens et qui veulent malgré tout publier une traduction, ça leur permet de démarrer. Et après 3 livres qui ont été traduits par DeepL et révisés par mes soins, et bien pour la première fois, cet éditeur va faire appel à un vrai traducteur, parce que enfin leurs moyens leur permettent de le faire. Donc pour certains éditeurs, ça peut être une étape alors un peu honteuse, mais un tremplin, ensuite, en fonction du succès qu'ils rencontrent, de enfin faire travailler la profession de la traduction. Et j'ai une expérience similaire avec un autre éditeur qui avait fait illustrer son ouvrage par une IA. Ils en avaient honte, hein, mais ils ne pouvaient pas payer des illustrateurs. Mais pour leur 3e livre, comme les 2 premiers avaient marché, ils ont enfin pu faire appel à de vrais illustrateurs. Donc voilà, c'était pour dire que l'IA, ça pouvait être un outil utile pour des correcteurs comme moi-même, ou également pour l'apprentissage aussi. Par exemple, j'ai besoin d'apprendre un langage informatique qui s'appelle le Lua, dans le cadre de mon métier de metteur en page par ailleurs, et il n'y a aucun livre français sur le Lua. Alors qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé à Claude et à ChatGPT de m'apprendre le Lua en français. Et donc mon professeur de Lua, puisqu'il n'y a pas de livre disponible sur la question, c'est l'intelligence artificielle. Et pour ça, je pense que ça peut être aussi un bon outil, même si, évidemment, les points négatifs que vous évoquez sont bien réels. Merci. Je peux réagir juste rapidement sur la question de la traduction. Le fait de recourir à un traducteur automatique, même s'il y a une révision humaine derrière, on le dit, on n'arrive pas à une qualité égale que si c'est un traducteur humain compétent qui le fait. Et il y a vraiment un appauvrissement de la langue, puisque c'est la machine. Donc j'ai un peu du mal à comprendre l'exemple que vous avez donné. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que l'éditeur publie 2 textes fait par la machine avant de... Pourquoi ne pas attendre directement d'avoir... Enfin, je veux dire, de ne pas publier un texte en auteur français et ensuite des traductions si vraiment il n'y avait pas les moyens. J'ai du mal à voir la nécessité de passer par l'étape traduction faite par l'IA. Mais ce ne sont pas des sont pas des vraies traductions, les premières, quelle que soit l'implication. Je veux dire, c'est pas pour remettre en question la qualité de votre travail, c'est que c'est vraiment très dur de rattraper le fait que
Non, mais C'est pas un traducteur qui était... Ce qu'il voulait dire, en tout cas tel que je l'ai compris, c'est que pour des petites structures entre guillemets éditoriales qui se lanceraient, qui n'auraient pas les capacités. C'est comme ça que les habitudes viennent. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est pour ça que je. Oui, c'est un paradoxe en fait de mettre en avant l'idée de monter un catalogue lié à de la traduction et de ne pas offrir des vraies traductions en fait. Il y a un truc qui est quand même un peu triste. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes à l'IA honteuse qui voudraient prendre position? Il y a un vrai paradoxe. C'est comme si je voulais faire des livres sur la démocratie et je commençais par publier des gens d'extrême droite. Parce que là, en ce moment, ils ont le vent en poupe, donc en librairie, ce serait pas mal. Et puis quand j'aurai l'argent de Bardella, après, je pourrais commencer à faire des livres sur des choses qui soient plus conformes à l'esprit des Lumières, par exemple. Juste, pardon, autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que... Pardon, j'ai un sale esprit, excusez-moi. En chair et en os, on cherche des témoignages, justement, parce qu'on a envie de voir un peu où on en est avec ça, justement, avec l'utilisation de la post-édition dans tous les secteurs de l'édition. Donc si jamais vous souhaitez nous envoyer votre témoignage, évidemment, ça sera anonymisé. Ou d'autres personnes, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a une adresse mail sur le site. Voilà, on cherche des témoignages. Oui, j'aurais une question à poser, mais très concrète. Lorsque vous avez parlé, parce que les éditions Walada d'Avignon, j'ai été enseignante en même temps qu'éditrice longtemps, et le cerveau humain et le cerveau des gamins en particulier m'intéresse beaucoup. Vous avez commencé à parler d'un exemple et vous avez dévié sur autre chose. Vous ne nous avez pas donné la fin et le sens de cet exemple. Vous avez dit que certains enfants, lorsqu'ils font des rédactions, moi je me rappelle de celles qu'on faisait il y a très très longtemps, c'était vraiment des créations, nos rédactions. Après, les enfants, on leur a demandé de cocher, remplir des cases, ils n'écrivaient plus. Mais vous dites qu'on leur demande des rédactions, qu'ils utilisent l'intelligence artificielle et qu'ils croient avoir écrit. Et vous avez dit, et c'est triste parce que... Et finalement, vous n'avez pas fini. Vous ne nous avez pas dit ce que vous trouviez triste. Oui, alors pardon. Est-ce oui. que alors oui. en vrai, j'ai un esprit d'escalier, donc c'est vite le bordel. Mais est-ce que c'est la confusion entre le réel et le virtuel? Totalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est totalement. Il y a beaucoup de profs aujourd'hui. Moi, je vais beaucoup Mais dans les justement, c'est écoles. très important que vous nous précisiez cela. Alors, tu pourras donner ton expérience après. Mais moi, je passe beaucoup dans les écoles, alors avec des primaires et alors, il y a beaucoup de gamins aujourd'hui qui ne savent même plus découper du papier. C'est factuel. Donc moi je fais des ateliers où les enfants sont amenés à retravailler à la plume pour faire du dessin, redécouvrir simplement le plaisir direct du travail de la main en fait. C'est pour ça aussi que l'IA dans l'illustration pour moi ne va pas me convenir et que même au contraire je redéveloppe des activités de travail en couleur directe, à l'aquarelle, en gravure sur bois, parce que j'ai besoin de ça. Mais moi je ne suis pas l'avenir. J'ai encore 10, 15, puis d'ici le prochain gouvernement 20 ans avant d'avoir ma retraite. Et puis après, je serai mort. Voilà. Mais j'ai été prof aussi pour des étudiants en art au Cézanne à Paris pendant 3 ans, qui étaient supposés venir se former pour faire de la bande dessinée et de l'illustration pour les livres illustrés. Et j'étais assez affligé à 20 ans de voir des gamins qui ne lisaient pas de bande dessinée. Il me disait, moi je lis pas, je regarde les animés et ça me va bien. Mais un animé, c'est les 3 premiers tomes d'une série de mangas en fait. Donc il lisait rien en fait. Et donc il a fallu refaire une sorte d'apprentissage sur ce qu'était le travail. Et le travail implique un travail de réflexion, de constitution d'une culture. Et si vous laissez dans votre apprentissage au collège des enfants se nourrir et apprendre uniquement avec l'IA, mais qui peut être un outil formidable pour aller chercher des infos précises, etc. Mais alors, non, justement. Justement, non. Je te sentais fulminé. Mais en fait les gamins aujourd'hui vont faire le truc et sont persuadés... Oui, attention, laissons Stéphane et Loïse répondre. Ouais. Donc les enfants sont intimement persuadés qu'ils ont fait le travail et qu'ils ont rentré l'information et les connaissances, alors que c'est de la mémoire immédiate, très fragile. Donc ils ne savent plus quel est le fonctionnement normal
Personne ne sait quel est le fond normal de son cerveau. Enfin, même moi, j'ai du mal. Enfin, évidemment. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à votre question, parce que je n'ai pas la connaissance de cette étude. Moi, je peux témoigner de mon expérience d'enseignant-chercheur, quoi. Mais, oui, mais tu citais quelqu'un qui aurait fait cette étude et qui parlait de ces... Enfin, bon, en tout cas, moi, j'appelle à la prudence, quand même. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'aspect complètement dystopique de ce qu'on vit en ce moment avec l'intelligence artificielle, mais le sens de mon propos au début de cette table ronde, c'était quand même de... Il faut aussi s'outiller intellectuellement pour comprendre ce que c'est, savoir nuancer un petit peu ce à quoi on a affaire. Et il y a un système dominant comme partout ailleurs dans l'économie, comme partout ailleurs dans la vie, dans le vivant, même politique et biologique qu'on connaît. Et il y a des IA, il existe une manière de fabriquer de l'IA qui peut être autrement que ça. Donc je pense que attention, moi j'appelle à la prudence sur dire il y a l'humain et l'IA en face. Non. Depuis sa genèse, l'intelligence artificielle, c'est une tentative de comprendre. Et l'astuce est quand même intéressante, c'est qu'on a utilisé le fait d'imiter l'intelligence humaine avec les moyens de l'artificiel pour générer tout ça, sans jamais définir l'intelligence. Et parce que la première personne qui se met à définir l'intelligence, elle rentre évidemment dans un rapport de force avec le monde autour d'elle, puisqu'elle va dire les intelligents, ils sont comme si... Enfin, moi, je vous mets au défi de définir ce que c'est que l'intelligence, à moins d'avoir un discours politique très, pour le coup, très autoritaire, c'est compliqué. Donc, pour revenir à l'aspect un peu plus pragmatique, et donc, si on n'oppose pas intelligence artificielle et humain, force est de constater que ça fait 70 ans qu'on utilise Internet, qu'on utilise l'informatique, et on ne va pas y couper. Et donc, quand je vous dis l'intelligence artificielle, oui, ChatGPT, c'est un système de domination, d'extraction, mais ce n'est pas la seule manière de fabriquer de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez des IA qui existent, qui sont entraînées sur des contenus open source, sans aucune infraction aux droits d'auteur. Ce qui est certain, à mon sens, c'est qu'il faut une conversation autour du copyright et du droit d'auteur à l'ère numérique, renouvelée avec des outils, avec des consensus collectifs dans lesquels on va pouvoir se dire il y a quelque chose de vivable et d'habitable collectivement. Mais on ne peut pas se contenter de dire il faut faire le village gaulois et sortir de tout ça, quoi. Pourquoi dans la création on ne peut pas, en fait ? Pourquoi il faut absolument faire avec dans la création ? Est-ce que tu as un téléphone ? Je vois pas le rapport. Si. Un téléphone, c'est aussi l'intelligence artificielle. Je fais pas la création avec mon téléphone. Peut-être pas, mais il y a des gens qui le font. Et est-ce que pour autant, il y a des gens qui se sentent satisfaits de pouvoir faire des films avec leur téléphone portable. Attends, je voudrais pas qu'on croie que je regrette l'époque où on s'éclairait à la bougie. C'est pas le discours. Hein. Je travaille sur Internet tous les jours. J'ai un smartphone à l'occurrence. Je travaille sur ordinateur, mais je ne vois toujours pas en quoi, dans mon activité de traductrice, j'aurais besoin d'avoir recours à l'IA. Et je ne vois pas pourquoi je devrais céder au discours qu'on entend beaucoup de l'inéluctable. Parce que l'inéluctable, je ne dis pas que c'est inéluctable, je dis simplement qu'il faut être nuancé sur le fait qu'il y a différentes manières de fabriquer de l'intelligence artificielle et que, oui, mais donc c'est important quand même de s'y intéresser. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de l'open source et donc je peux vous assurer qu'il y a des choses qui se font et qui sont réellement au service de l'émancipation et de la capacité à produire collectivement des choses qui sont saines. Oui, mais tu parles pour qui en fait? C'est ça, là dans ce contexte... Parce que moi, je peux vous parler par exemple, je peux vous parler de Pléias. Pléias, c'est une start-up qui crée aujourd'hui d'intelligence artificielle générative à partir de contenus qui sont complètement dans le domaine public ou complètement en partenariat avec des éditeurs. Pléias a développé par exemple Albert. Albert, c'est l'intelligence artificielle de l'administration française qui permet de générer des contenus, qui le fait de manière propre. Et donc c'est pour ça que je veux dire, on ne peut pas considérer que tout est à mettre à la poubelle, quoi. Ça ne va pas être de mettre à la poubelle, c'est-à-dire que quand on détruit les emplois des traducteurs, quand il n'y aura plus de traducteurs, moi je veux bien qu'on discute d'émancipation et de jusqu'au boutisme, mais qu'est-ce qui est jusqu'au boutiste au départ? C'est-à-dire c'est ce vol du travail qui est pillé
qui est utilisé comme un outil après de domination. Mais comprenez-moi bien, je suis entièrement d'accord avec le fait que... Non, y a pas, je sais bien, c'est pas ça. Mais quand même, ce qui est important aussi, c'est de dire que les contradictions dans lesquelles on est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, elles ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent d'hier. C'est-à-dire que... Oui, mais là, elles prennent des proportions qui sont quand même qu'on n'a jamais vues. Tout à fait, mais je peux aussi vous dire qu'il y a certains... Enfin, je veux dire, quand certains privilèges, alors c'est pas du tout pour dire que les traducteurs sont des privilégiés, mais il y aura toujours, comment dire, si on oppose, moi mon point c'est simplement de vous dire, si on oppose l'intelligence artificielle et l'humain, eh ben, on ne trouvera jamais de solution, ça c'est sûr. Solution. Alors, écoutez, je suis désolé, on va devoir... À quoi à quel problème? J'arrive pas. Alors, je vais vous laisser, excusez-moi. Là, on vient de me dire qu'il fallait arrêter les débats, les échanges. Je suis vraiment désolé pour les questions que vous souhaitiez poser. J'aurais été ChatGPT, j'aurais pu vous laisser le faire, mais j'ai mon train et mon avion qui m'attend. J'ai pas su le programmer. Donc là, je suis vraiment désolé. Il faut qu'on mette fin au débat et il y a d'autres discours qui suivent après. Donc, un grand merci à toutes et tous. Et je vous souhaite de bonnes fins d'assises. Au revoir.